Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer aux questions de chimie de l'examen d'entrée de septembre 2020. Les questions sont classées selon les thèmes du cours à Nivelles. Donc la question 7 et la question 9 faisaient partie du thème 1 sur les atomes, les familles, les couches, les ions, les états. Alors pour quel ion le nombre d'électrons est-il différent du nombre de neutrons? Alors il faut se dire que les électrons, c'est le nombre atomique Z moins la charge si l'électron est positif et plus la charge si l'électron est négatif, un anion. Pour le nombre de neutrons, on doit faire le nombre de masses moins le nombre atomique. Alors le nombre atomique, on le trouve en haut de la case, un tableau périodique est fourni. La masse atomique relative, on la trouve dans le bas de la case, mais elle concerne l'élément. Et ici, on parle d'isotope particulier parce qu'on vous donne des symboles isotopiques. Alors, le symbole isotopique a un nombre de masses en haut et un nombre atomique qu'on peut indiquer en bas, mais ici, il n'est pas indiqué, et la charge se trouve en haut. Ici, en bas, c'est les indices dans les molécules, mais ici, ce n'est pas des molécules, c'est des ions seuls. Alors, le nombre de masses, ce n'est pas tout à fait la masse atomique relative. Souvent, c'est la masse atomique arrondie. Donc, le nombre de masses est égal à la masse atomique relative arrondi de l'élément si on considère l'isotope le plus abondant. Et ce n'est pas toujours le cas dans ces exercices, puisque par exemple le soufre le plus abondant c'est le soufre 32 et on vous propose le soufre 34. Alors on va calculer tout ça. Donc d'abord on va regarder dans le tableau périodique, on voit que l'oxygène est le numéro 8, nombre atomique, le soufre est le numéro 16, l'hydrogène est le numéro 1. Donc ici l'isotope de masse 3 de l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle le tritium. L'isotope de masse 2 de l'hydrogène, c'est le deutérium. Donc c'est les seuls qui ont des noms particuliers d'après les isotopes. Et donc l'azote, il a un nombre atomique de 7. Alors si on compte les neutrons, donc on va faire 18 moins 8, donc le A moins Z, on obtient 10 neutrons pour l'oxygène. Et pour avoir la charge, le nombre d'électrons, on prend le Z et ici on ajoute la charge, puisque c'est des charges négatives. 10 neutrons, 10 électrons, et on cherche un endroit où le nombre d'électrons est différent du nombre de protons. Ici c'est le même, donc ce n'est pas la bonne réponse. Pour le soufre, 34 moins 16, donc A moins Z, ça nous fait 18 neutrons. Et 16 plus 2, parce qu'on a deux charges négatives, ça nous fait 18 électrons. De nouveau, c'est le même, c'est pas la bonne réponse. Pour le tritium, pour le nombre de neutrons, je fais A moins Z, 2 neutrons. Pour la charge, je fais 1 plus 1, une charge négative. Ici, c'est donc de l'hydrure, l'ion négatif de l'hydrogène, celui qui lui permet d'être en duet. Et donc 1 plus 1, ça fait 2 électrons. De nouveau, c'est le même. Donc c'est la dernière qui est la bonne réponse, mais on peut vérifier. Donc 14 moins 7, je vais avoir 7 neutrons. Et 7 plus 3, parce que j'ai 3 charges négatives, ça me fait 10 électrons. Et donc c'est bien différent, c'est bien la bonne réponse. Donc une deuxième question pour ce même chapitre, donc sur les atomes, ions, familles, périodes, etc. Donc un petit peu des informations sur toutes sortes. On parle d'électronégativité, on parle de famille, on parle de rayons atomiques, des noms des familles. Donc on va regarder un petit peu le tableau périodique. Donc les lignes du tableau périodique sont des périodes, les colonnes du tableau périodique sont des familles. Si on exclut les gaz rares, on a une électronégativité qui augmente dans ce sens-là. Donc l'électronégativité, c'est un symbole qui. Et donc quand on vous dit que de manière générale, l'électronégativité tend à décroître lorsqu'on parcourt une période de gauche à droite, donc si on va de gauche à droite sur une période, l'électronégativité augmente. Donc ça, la A n'est pas bonne. Pas décroître, c'est croître. Donc c'est pas décroître. Les éléments de la 4e période des familles A. Alors les familles A, ce sont les colonnes 1A, 2A, et pas les B en fait. Entre la 2A et la 3A, il y a les familles B qui sont les métaux de transition. Donc c'est ça qui... Les familles C, c'est ceux qui sont dans le bas du tableau, tout ce qu'on appelle les lanthanides et les actinides. Voilà, alors les éléments de la 4e période ont tous le même nombre d'électrons de valence, ça c'est faux. Donc les mêmes nombres d'électrons de valence, c'est dans une même famille. Et ici, on vous dit dans une même période. Donc si c'est une même période, c'est le même nombre de couches, puisqu'on va à la ligne à chaque période, à chaque couche entamée, même nombre de couches. Ici, ce n'est pas le cas.
Donc, les éléments de la quatrième période, ils n'ont pas tous le même nombre d'électrons de valence, ils ont le même nombre de couches. Les éléments de la famille des halogènes. Alors, il faut revoir un petit peu tous ces noms de famille. Donc, la 1A, c'est les alcalins. La 2A, c'est alcalino-terreux. Alcalino-terreux. La 3A, après tous les transitions, hein, c'est les terreux. La 4A, c'est les carbonides. La 5A, c'est les azotides. Donc pour ceux-ci, c'est facile parce qu'il y a chaque fois un atome qui donne le nom de la colonne. La 6A, c'est les sulfurides. La 7A, c'est les halogènes dont on nous parle ici. Après, il reste la 8A ou 0, ça dépend dans les tableaux des gaz rares. Et donc, on vous dit que les halogènes ont un caractère métallique. Ce n'est pas tout à fait ça. Donc, les métaux, on va les trouver sur la partie gauche du tableau. Et sauf l'hydrogène, sauf le bore. Et après, ça descend comme ça. Et donc, les halogènes sont clairement dans les non-métaux. Et donc, c'est tous un caractère non métallique. Donc, c'est pas bon non plus. Il nous reste la D. Donc, soit vous entourez, vous dites que c'est bon. Après, le rayon atomique tend à croître lorsqu'on parcourt une famille de haut en bas. En fait, c'est un peu normal dans une famille, puisque chaque fois que vous allez à la ligne, vous ajoutez une couche. Donc, c'est normal que le rayon atomique grandit. Donc, ça, c'est bon. Après, si on vous demandait dans une période, ça, c'est un peu bizarre de s'en rendre compte. Dans une période, en fait, le noyau atomique diminue. Si j'exagère ici, hein. En fait, ce qui se passe, vous ajoutez un proton et vous ajoutez un électron à chaque case. Et quand vous ajoutez un proton, le noyau attire plus la même couche. Attire plus, et les électrons sont dans la même couche. Du coup, la couche se resserre un peu. Alors, quand on regarde les rayons atomiques, on a à chaque couche, ça monte, et puis pendant toute la période, ça descend, et puis à la couche suivante, ça fait un truc un peu comme ça. Voilà, mais ici, ce n'est pas celui-là qu'on demandait. Donc, dans une famille, quand on va verticalement, comme on ajoute une couche, le rayon atomique croît, ça c'était bon. Donc, ça reprend un petit peu beaucoup d'informations, cette question-ci. Pas de question de nomenclature, ni d'isotope, ni de classification de la matière en septembre 2020, mais ça va revenir. Hein. Alors, on passe au chapitre 5. Les liaisons chimiques, les ponts H, les cristaux, les géométries et les fameux VSEPR. Donc les valence shell, electron repulsion, machin. Alors, parmi les composés, IF5, C2H4, SiF4 et BF3, lesquels n'obéissent pas à la règle de l'octet. Donc la règle de l'octet, c'est être stable avec 8 électrons. Moi, je dis toujours une couche bien remplie, sans trou. Donc sans trou et sans tache. Donc quelqu'un qui n'est pas avec une couche incomplète. Alors le DUF fait un peu partie. Hein, un peu. Le DUF, c'est pour l'hydrogène et tous les atomes proches. Être au complet avec 2 électrons comme l'hélium. Donc, règle de l'octet, règle du DUF, c'est un peu la même chose. Alors, il y a des atomes qui vont avoir parfois plus que 4 doublés autour d'eux et parfois moins. Donc, si on prend ceux qui sont les plus clairement en dehors du chiffre 4, hein, l'iode qui s'amuse avec ses 5 fluors, clairement, il ne va pas être en octet. Là, on va avoir ce genre de choses. Si on calcule le nombre d'électrons disponibles, comme l'iode en a 7 sur sa dernière couche, quand il est seul, et le fluor aussi, en fait, dans cette molécule, on a 6 fois 7 électrons disponibles, donc ça fait 42 électrons. Il nous faut 21 lignes. Si vous comptez les lignes sur ce modèle selon Lewis, il faut encore en rajouter une, donc j'imagine qu'elle est sur l'iode. Ben voilà, en tout cas, pour que l'iode soit lié à 5 fluor, il est obligé d'avoir plus que 4 doublés liants. Donc, lui fait partie de ceux qui ne respectent pas la règle de l'octet. Ensuite, il y a le bore. Le bore, il est dans la colonne 3A. C'est une belle exception, hein, c'est un non-métal. Donc, il fait des liaisons covalentes avec le fluor. Et il n'a pas besoin d'être en octet pour se sentir bien. Et donc là, le bore, qui n'a pas de doublet non liant, qui n'est lié qu'à 3 fluors, ne saurait pas être en octet non plus. Et donc le
trifluorure de bore est aussi une molécule qui ne respecte pas la règle de l'octet. Alors on vérifie que maintenant il n'y a pas d'autre possibilité puisqu'ils demandent d'en chercher deux. Donc le tétrafluorure de silicium, ça fonctionne. Et l'autre, c'est de l'éthène. Donc quand vous avez que 4 hydrogènes au lieu de 6, donc je vous rappelle que la règle des nombres d'hydrogènes pour les alcanes, c'est 2n plus 2. Et donc ici, on a juste 2n, puisque 4, il nous manque les 2. Donc s'il en manque 2, on a une insaturation. Une insaturation, ça peut être un cycle ou une double liaison. Donc ici, on a une double liaison. Et notre carbone a bien ces 4 doublets liants, l'autre aussi, et l'hydrogène n'a pas besoin de 4, il n'en a besoin que d'un. Donc la bonne réponse était la D, malgré que l'hydrogène respecte la règle du duet. Enfin voilà, on ne va pas chercher non plus. Voilà pour les chapitres 5. Le chapitre 6, il n'y avait pas de questions sur les électrolytes, dissociation et tout ça.